Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est une nouvelle journée d'IDF1 chez vous qui commence et pas n'importe où. Nous sommes dans le 9e arrondissement de Paris, au Palais Garnier, avec une visite proposée par Cultival qui s'appelle Les Mystères du Palais Garnier. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de votre guide, notre guide aujourd'hui, Gwenaëlle Barraud. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'Opéra. Merci de nous accueillir ici dans ce lieu emblématique de la capitale qui existe depuis combien de temps ? Il a ouvert ses portes en 1875. Ça avait été commandé par Napoléon III. Malheureusement pour lui, la Commune, le retour de la République ont fait que le pauvre a été exilé, n'a même pas pu en profiter. C'est dommage. C'est bien dommage pour lui car c'est un très beau lieu. Alors, il est beau. Qu'est-ce qui s'y passe ici tout au long de l'année ? Tout au long de la saison, qui débute en septembre, il y a des ballets, des opéras, quelques concerts classiques également, et puis chaque jour des visites guidées. Parce qu'il y a plein de choses. On parle de mystères, mais on va aller découvrir ces mystères au fur et à mesure. Quels sont les mystères à découvrir ici ? Alors dans cette pièce précisément, si vous voulez un premier mystère, il se trouve au-dessus de vos têtes. L'architecte a mis sa signature. Garnier n'était qu'un débutant, il a voulu marquer les esprits. Donc il a carrément inscrit son nom là-haut, camouflé dans des feuillages. Nous sommes où ? C'est l'entrée ? Ici, c'est la rotonde des abonnés, c'était l'entrée de ces spectateurs très privilégiés de la fin du 19e siècle qui venaient à l'opéra 2, 3, 4 fois par semaine. Ils se retrouvaient ici avant d'emprunter les escaliers qui sont derrière nous pour entrer dans la salle de spectacle ? C'est cela, ils se retrouvaient ici, pouvaient discuter un peu, profiter des miroirs pour se recoiffer, s'assurer qu'ils étaient les plus chics de la soirée et se diriger vers le grand escalier. Combien de temps dure la visite ? La visite dure environ 1h30. Avec des groupes qui peuvent aller jusqu'à combien ? Avec des groupes qui peuvent aller jusqu'à une trentaine de participants. Et voilà, parfois des groupes d'adultes, parfois des groupes familiaux avec des enfants qui s'amusent beaucoup en général pendant nos visites. Les mystères, c'est plutôt le soir et puis il y a aussi des visites dans la journée. Voilà, la visite vraiment axée sur les mystères a lieu le soir et puis en journée, des visites plus générales au cours desquelles on vous parle de l'histoire du lieu, du corps de ballet, d'opéra, selon aussi les goûts personnels de votre guide. Il y a un fantôme dans les parages ou pas ? Le fantôme est à l'étage du dessus, nous le verrons tout à l'heure. Le Palais Garnier qui se visite, on va parler d'opéra. Nous avons commencé à entrer progressivement dans ce palais et là nous sommes sous un escalier. Nous sommes sous le grand escalier, en effet, près du bassin qu'on appelle le bassin de la Pythie. Alors Pythie, c'est la sculpture que l'on voit là. Voilà, au centre du bassin, la Pythie ou Pythonis, qui était la prophétesse du dieu Apollon dans l'Antiquité grecque, et qui se trouve ici parce que tout le décor de l'opéra tourne autour du dieu de la musique, Apollon. C'est elle qui accueille les spectateurs avant de monter les escaliers. En effet, c'est elle qui les accueillait. À l'origine, il y avait de l'eau dans ce bassin, quelques plantes vertes de chaque côté. On avait l'impression que la lumière sortait de la végétation. Et là, elle va inspirer les spectateurs pour les mettre dans l'ambiance. Quel est son rôle exact ? La Pythie, c'était la voix du dieu Apollon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la voix du dieu de la musique, ce sont nos chanteurs, nos musiciens. Au-dessus de nos têtes, encore beaucoup de sculptures, on les regarde, on prend son temps. Les gens c'était important pour eux le lieu plus que la musique ou ça n'avait pas grande importance ? Il y avait, semble-t-il, 2 catégories de spectateurs qui venaient à l'opéra à la fin du 19e siècle. Les vrais amateurs de musique, au sens noble, ceux qui venaient vraiment pour l'opéra, pour le ballet, ceux qui s'asseyaient au premier rang. Et puis les Parisiens, très chics, qui venaient surtout pour voir et être vus et qui, eux, prenaient leur temps dans l'escalier, pas tant pour regarder l'architecture que pour être regardés par ceux qui étaient arrivés en avance. Donc il fallait choisir son escalier à droite ou à gauche, ça n'avait pas d'importance en fonction de là où on était placé peut-être, si ? Non, ces 2 volets de marche, ça n'avait pas d'importance, gravir la volée de marche de gauche ou de droite, puisqu'après elles se rejoignent en une volée centrale que nous découvrirons ensemble plus tard et qui était vraiment le cœur de l'opéra pour certains spectateurs. Le but, c'est de choisir le bon escalier pour croiser la bonne personne au bon moment. Oui, sans doute. Garnier a fait exprès un escalier très large pour que tout le monde ait la place de se croiser, de se rencontrer. On va où maintenant, Gwenaëlle ? Justement, nous allons monter ensemble ce grand escalier. Ça y est, nous avons gravi les premières marches de ce grand escalier du Palais Garnier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet escalier majestueux, Gwenaëlle ? C'était le cœur de l'opéra, c'est là que les Parisiens très élégants voulaient absolument être vus et c'est donc là que Garnier a déployé au maximum les fastes de cet opéra. C'est là qu'il a fait travailler les meilleurs sculpteurs et les meilleurs peintres de son temps.
Avec si on lève la tête, des peintures jusqu'au plafond. Des peintures d'Isidore Pils, l'un des meilleurs artistes de l'époque, malheureusement totalement oublié aujourd'hui, car vers l'an 1900, les peintres académiques ont été jugés trop classiques et répétitifs, et ils sont tous oubliés du grand public aujourd'hui. À l'image de la grande salle, encore des balcons ici, tout autour. Tout à fait, les balcons placés autour du grand escalier faisaient que cet escalier était comme une grande salle de spectacle. Ceux qui arrivaient en avance se mettaient dans les balcons et regardaient entrer en scène les nouveaux arrivants, comme vous et moi aujourd'hui. Qui ensuite partaient en fonction de là où ils étaient placés. Le meilleur, c'était la place de l'orchestre, juste tout droit devant. Alors non, je dois vous contredire, les meilleures places, ça n'était pas les fauteuils d'orchestre, car si vous êtes assis au fauteuil d'orchestre, vous êtes perdu dans la foule. Ce que les Parisiens voulaient à tout prix à la fin du 19e siècle, en tout cas les Parisiens chics, c'était avoir une loge, l'un de ces petits balcons privés, et pouvoir dire fièrement « j'ai ma loge à l'opéra ». Donc il y a l'orchestre, il y a les loges et il y a les baignoires orchestres. Qu'est-ce que c'est ? Alors les baignoires, c'est un mot qui laisse toujours perplexe les visiteurs. Ce sont les loges qui sont au niveau bas de la salle. Et vers le XVIIIe siècle, quelqu'un avait fait une blague en disant que c'était lisse devant et arrondi sur les côtés, comme les accoudoirs des vieilles baignoires sabots. La blague a circulé, le surnom est resté. Ça s'appelle toujours les baignoires, ces places-là. Alors aujourd'hui, si on vient à l'opéra, c'est toujours les mêmes techniques qu'avant en parade dans cet escalier ? Non, aujourd'hui, ceux qui viennent à l'opéra viennent par curiosité ou amour de la musique ou du ballet. En plus, il n'y a plus aucune obligation vestimentaire, donc les gens pavanent nettement moins dans leurs beaux atours aujourd'hui à l'opéra. On peut y aller ensemble ce soir comme ça ? Tout à fait, nous pouvons y aller avec nos baskets. Nous sommes dans l'Opéra Garnier, le Palais Garnier. Qu'est-ce qu'on dit exactement, Gwenaëlle ? Eh bien, au départ, il devait s'appeler l'Opéra des Capucines, puisque nous sommes boulevard des Capucines. Très vite, les Parisiens l'ont rebaptisé Opéra Garnier. Et il est tellement luxueux que très vite, certains Parisiens l'ont surnommé le Palais Garnier. Donc vous pouvez employer l'expression que vous voulez. Allez, on est dans ce Palais Garnier. Et dans quel endroit exactement, là, précisément ? Nous sommes dans l'avant-foyer, l'une des deux galeries dans lesquelles les spectateurs pouvaient se promener pendant les entr'actes. Avant les spectacles aussi, après ? Voilà, avant les spectacles ou à l'entr'acte. Donc un lieu magnifique, notamment par ses plafonds, très très bien décidés, très très précises. Au plafond, on a des mosaïques en pâte de verre de Murano. Garnier avait découvert cela pendant ses voyages d'études en Italie. Il avait adoré, il a fait venir des verriers de Murano exprès pour réaliser cette voûte extrêmement originale et très scintillante. Ce sont quoi ? Ce sont des petits carrés ? Ce sont des petits cubes en verre, oui, c'est une technique qui remonte à l'Empire byzantin et qui représente des masques pour évoquer le théâtre et des personnages grecs, de la mythologie grecque, pour se rattacher à ce thème déjà évoqué avec vous, le thème d'Apollon, dieu de la musique. Un plafond qui a été restauré ou pas du tout ? Un plafond qui a été nettoyé par le passé, mais puisque ce sont des cubes en verre, ça ne nécessite pas de restauration très importante, il est quasi indestructible. Donc ça va rester là encore longtemps. Si on regarde dans les détails, au-dessus des entrées, aussi, là où au-dessus des miroirs, on a des personnages représentés. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors ces personnages ailés représentent les différents corps de métier qui ont été utilisés ici sur le chantier. On ne sait pas combien d'ouvriers ont construit l'opéra, mais Garnier a souhaité leur rendre hommage. Donc on a le peintre en bâtiment, le maçon, le charpentier, le mosaïste, etc. Les corps de métier sont représentés ici en hommage à tous ces hommes qui l'ont bâti. Peut-être certains corps de métier qui n'existent plus actuellement ? Sans doute certains corps de métier qui n'existent plus. C'est vrai que, oui, mosaïste, je crois qu'il y en a moins aujourd'hui. Les fumistes aussi. Les fumistes qui font ? Les fumistes qui font quelque chose, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'était ceux qui s'occupaient de toute la tuyauterie liée au gaz, aux fumées. Puisque l'opéra était éclairé au gaz à son ouverture en 1875. Toujours avec Gwenaëlle qui est notre guide. Alors cette fois-ci, on se trouve où exactement ? Nous nous trouvons dans la bibliothèque de l'opéra, qui devait au départ être constituée de petits salons pour l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie, mais vu les aléas de l'histoire, c'est devenu les archives. Donc, quels sont les ouvrages que l'on trouve à l'intérieur ?
Ce sont des ouvrages spécialisés sur l'histoire de la danse, l'histoire de l'opéra, du théâtre, et puis surtout, le plus passionnant selon moi, ce sont des partitions. À chaque fois qu'on crée un nouveau spectacle, on garde les partitions, les indications du chorégraphe, du metteur en scène, les maquettes pour les décors, les dessins pour les costumes et les bijoux. Rien à voir, mais cette sonnerie, c'est pourquoi on est en retard? Alors nous ne sommes pas en retard, il n'y a pas le feu, ça indique que la répétition reprend. Donc il y a peut-être quelques techniciens qui sont en retard, mais nous, on peut tout à fait rester. Alors quand on est dans cette bibliothèque, c'est magique parce qu'elle est déjà très très haute de plafond. On voit aussi ces balcons avec une sorte de tablette posée sur la rambarde. Alors, ces tablettes sur la rambarde permettent aux bibliothécaires de s'assurer qu'ils ont bien sorti le bon livre, par exemple, de sortir, lorsque ce sont des coffrets entiers, de sortir telle ou telle partition que les lecteurs leur ont commandée. Là aujourd'hui c'est fermé avec ces grillages, là c'est pour protéger les œuvres. Alors c'est fermé par des grillages car en journée, la bibliothèque est ouverte aux visiteurs et donc oui, bien sûr, la bibliothèque cherche à protéger toutes ces partitions. Mais évidemment, il y a des personnes qui continuent à les consulter. Ces documents sont consultables pour les lecteurs qui ont une carte de chercheur à la Bibliothèque nationale. Donc les simples curieux, malheureusement, n'y ont pas accès. Il faut vraiment la carte de la BNF. Ça y est, nous y sommes dans cette fameuse grande salle Gwenaëlle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette architecture majestueuse ? Eh bien, Charles Garnier avait vu de nombreux théâtres en Italie pendant ses études. Il avait constaté que dans les salles rondes à l'italienne, l'acoustique fonctionnait mieux que dans les théâtres plutôt rectangulaires français. Donc il a fait une salle ronde et il s'avère que l'acoustique est encore meilleure que ce qu'il avait espéré. Avec une magnifique rotonde au-dessus de nos têtes. Alors le plafond en effet a été modifié dans les années 60 puisque le plafond ancien était couvert de pollution, de fumée à cause de l'ancien éclairage au gaz et le ministre Malraux a demandé à Marc Chagall de peindre le superbe plafond que vous voyez là. C'est de l'or sur les balcons ? Sur les balcons, ça n'est pas toujours de la vraie feuille d'or, par endroits ça n'est que de la peinture, car Charles Garnier a eu des problèmes de budget sur la fin. Il a utilisé ce qu'on appelle la dorure à effet, quelques rayures de peinture dorée, et hop, l'illusion est garantie, ça ressemble à du vrai or absolument partout. Combien de spectateurs à peu près en moyenne dans cette salle ? Actuellement, la capacité de la salle est d'environ 2000 spectateurs. Il y en avait plus à l'origine, mais Garnier n'avait pas prévu qu'un jour il faudrait installer la régie son, la régie lumière. Il a donc fallu enlever environ 200 places à la salle. Alors, les fauteuils sont très beaux, mais aussi, j'imagine, très confortables, puisque certains opéras peuvent durer très longtemps. On doit être bien assis. Alors là, nous sommes dans l'une des meilleures catégories de la salle, ce qu'on appelle les fauteuils d'orchestre, puisque nous sommes tout près de la fosse d'orchestre. En effet, ce sont des fauteuils très confortables. Je vous assure que les gens moins aisés au 4e balcon étaient nettement moins bien assis. Les spectacles, c'est toute l'année ici. Les spectacles se produisent généralement de mi-septembre au 14 juillet. La saison dure de mi-septembre au 14 juillet chaque année. Et pendant l'été, qu'est-ce qui se passe ? On visite avec Cultival. Voilà, pendant l'été, vous pouvez visiter avec Cultival. Et puis l'été, ça permet de faire quelques réparations dans les équipements scéniques. Ça permet à nos danseurs de se reposer parce que souvent leurs corps sont très éprouvés tout au long de la saison. On fait pas de bruit, c'est parce qu'il y a un fantôme à l'intérieur. Bonjour à tous, bienvenue IDF1 chez vous au Palais Garnier. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Gwenaëlle, ça va ? Ça va très bien. Il est sympa finalement ce fantôme. Oui, ça va. Il y a eu un seul mort depuis l'ouverture en 1875. On pourrait dire que ça va. Ouais, on est vivants, nous visitons bien sûr l'Opéra Garnier et ses mystères. Alors, cette loge, vous parliez d'un mort, c'est vrai ? C'est pas vrai ? Alors, il y a vraiment eu effectivement une victime en 1896. L'un des contrepoids de manœuvre du Grand Lustre a lâché, a provoqué un accident au 4e balcon et une femme est morte écrasée par l'une des poutres. Et tout le monde a attribué cela au fameux fantôme de l'opéra. Alors pourquoi cette loge ? En plus c'est marqué dessus, il a vraiment sa loge à lui, pourquoi ? Alors, l'origine de la légende, c'est le fait que les ouvriers travaillaient jour et nuit sur le chantier. Donc la nuit, les voisins entendaient des voix, voyaient des lampes qui se reflétaient sur la nappe d'eau que les ouvriers étaient en train de pomper. Les voisins ont commencé à dire qu'il y avait un fantôme. Gaston Leroux en a tiré un roman à succès. Et dans le roman, il attribue la loge numéro 5 à son fantôme, Éric.
Quand on vient en spectacle, on peut être dans cette loge-là? Cette loge-là est désormais vendue en effet en soirée, puisque beaucoup de Français ignorent totalement cette histoire de fantômes et donc achètent sans crainte la loge numéro 5. Et ils ne sont pas morts, personne. Pas de mort, je vous le disais, depuis 1896, donc l'opéra continue de mettre en vente cette loge. Avec son fantôme. Avec son fantôme. D'ailleurs, certains rêvent de la voir, notamment les visiteurs anglophones qui connaissent bien la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber et qui, eux, rêvent d'avoir la loge du fantôme. Juste à côté, on a les places, d'autres loges. Là, c'est les places 7 à 9. Elles sont toutes aussi confortables, les unes que les autres. Elles sont toutes aussi confortables les unes que les autres. Par contre, les bonnes loges d'autrefois ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Les bonnes loges d'autrefois, c'était les loges dans lesquelles vous étiez regardable, donc le plus près possible de la fosse d'orchestre et sur les côtés. Aujourd'hui, ce sont les loges que personne ne veut, car ce sont les loges dans lesquelles on attrape un torticolis en quelques minutes. Donc je me permets de vous déconseiller cette loge-ci, à moins que vous ne soyez comme le fantôme, totalement amoureux de certains chanteurs ou chanteuses d'opéra. C'est possible. On va le laisser dormir. Ça fait un bon moment qu'on ne l'a pas vu. C'est très bien comme ça. Nous sommes bien sûr dans le 9e arrondissement de Paris, au Palais Garnier, à l'Opéra Garnier, à l'Opéra de Paris. Enfin voilà, vous connaissez bien le lieu. Nous un petit peu plus, grâce à vous aussi. Mais cet endroit-là, je ne connaissais pas du tout. Où nous trouvons-nous exactement, Gwenaëlle? Nous sommes dans la rotonde du Glacier, l'ancien restaurant. Lors de l'inauguration en 1875, l'opéra disposait de bien plus qu'un bar, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y avait un véritable restaurant ici dans cette rotonde. Glacier parce qu'il faisait très froid. Non, glacier parce qu'on y servait des glaces qui étaient un dessert de luxe. À l'époque, si l'on y songe, il y avait très peu de machines à glace en 1875 et donc voilà, on pouvait y déguster des sorbets. Des sorbets fabriqués avec de la glace. Comment on faisait des sorbets sans machine d'ailleurs? Alors il y avait quelques machines à fabriquer de la glace, sinon il fallait prendre la glace l'hiver sur les étangs gelés, la garder enterrée entre des épaisseurs de paille sous des maisonnettes construites à cet effet. Certains avaient ce type de glacière au fond de leur jardin, mais donc c'était plutôt un dessert rare et coûteux. Donc on le prenait à l'opéra pendant l'entracte, par exemple. Les entractes étaient plus longs autrefois qu'aujourd'hui. Les entractes pouvaient durer 1 heure à l'époque, donc les gens avaient vraiment le temps de dîner. Donc ici, il y avait des tables un petit peu partout. Voilà, des tables, des chaises, ainsi que dans la galerie adjacente. Certains abonnés préféraient se faire livrer leur dîner dans le petit salon privatif qu'ils avaient dans leur loge. Bah oui, pourquoi pas. C'est un plateau télé. Presque. Voilà, presque, un plateau opéra. Un plateau opéra. Pour ceux qui venaient profiter de cette belle salle de restaurant, cette rotonde, ils pouvaient profiter de ces magnifiques peintures sur les murs. Alors ce ne sont pas des peintures, je comprends que vous vous soyez fait prendre. Ce sont des tapisseries, des gobelins, tellement finement exécutées qu'effectivement elles ressemblent à des peintures. D'ailleurs, les Gobelins, les manufactures des Gobelins se visitent aussi avec vous? Oui, la manufacture des Gobelins est un site passionnant dans Paris qui existe depuis Louis XIV et qui se visite depuis Louis XIV également. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? Ah mais ça, faut venir nous voir. On n'en saurait pas plus. Revenez nous voir au Gobelins et je vous raconterai tout. Le Palais Garnier avec vous, Gwenaëlle. Et là, nous sommes encore dans un de ces lieux mystérieux, très étranges, par le son et puis aussi par l'image que l'on voit autour de nous. On est où? Nous sommes dans la rotonde du Soleil et c'est vrai que nous nous voyons dans les reflets de ces miroirs quasiment à l'infini. Alors, il a son pendant qui est un petit peu plus loin de l'autre côté. À l'autre bout de l'avant-foyer, il y a en effet la rotonde de la Lune. Charles Garnier détestait la monotonie. Donc ici, c'est la rotonde du Soleil en hommage à Apollon, dieu du Soleil. En plus d'être le dieu de la musique, Apollon avait plusieurs casquettes. Et donc à l'autre extrémité, la rotonde de la Lune. La différence entre les deux? Eh bien, au plafond ici, le soleil, les étoiles, alors que l'autre a des oiseaux de nuit, des croissants de lune. Et puis la différence que l'on voit, c'est que les miroirs ici sont teintés dans des tons cuivrés pour des reflets plus chauds. Dans l'autre salon, ce sont des miroirs teintés de gris pour une atmosphère plus nocturne. Et on se voit, comme vous le disiez, à l'infini. Coucou. Voilà, on se voit, oui. Et une petite histoire aussi par rapport à la fabrication et à l'installation de ces deux lieux. Il y a eu un petit problème, non? Garnier avait prévu que le salon du Soleil serait de l'autre côté et que la rotonde de la Lune serait ici. Problème, les miroitiers ont tenu le plan de l'opéra à
l'envers, ont interverti les miroirs et Garnier n'avait plus le budget, plus le temps nécessaire pour commander d'autres miroirs. Donc ma foi, c'est resté comme cela. La plupart des spectateurs et des visiteurs ne s'en rendent pas compte et profitent tout simplement de cette très belle rotonde. C'est un lieu de visite de passage qui mène à quoi? Il y a le restaurant par là-bas. L'ancien restaurant se trouve par ici. L'avant-foyer se trouve de ce côté et dans mon dos, le grand foyer qui est notre prochaine étape. Et remarquez les tablettes qui se trouvent à côté de nous dans la salle. Les visiteurs étaient priés de laisser leur verre avant d'entrer dans le grand foyer. Garnier avait décidément tout prévu. Tout prévu. On va laisser notre verre, on va le poser. On se retrouve donc juste à côté dans quelques instants. À tout de suite. Allez, c'est parti, il faut le poser quand même le verre. On se croirait presque à Versailles ici. Oui, à l'évidence, Charles Garnier a été très inspiré par la galerie des glaces du château de Versailles quand il a conçu cette galerie du grand foyer. Avec des miroirs sur les côtés évidemment. Avec des miroirs et puis les fenêtres elles-mêmes la nuit, vu qu'il y avait moins d'éclairage urbain qu'aujourd'hui, les fenêtres aussi faisaient des effets miroirs. Et donc cette grande longueur, c'est peut-être plus court qu'à Versailles. Oui, c'est plus court qu'à la galerie des glaces à Versailles. C'était une galerie de promenade pendant les entr'actes. Extrêmement bien décorée, du sol au plafond. On est complètement dans le style Napoléon III ici, un style fait de surcharge décorative, de dorures, de couleurs aussi. On le voit bien là avec le plafond qui a été nettoyé il y a quelques années à peine. Et donc cette galerie a vraiment retrouvé tout son lustre d'autrefois. Il y a des petits secrets à découvrir, des petites choses à voir, à ne pas rater. Dans cette salle, je dirais que le petit secret à ne pas rater, c'est la tête de Charles Garnier. Nous avons vu la signature de Charles Garnier lors de notre premier rendez-vous. Et ici, c'est son portrait. Il s'était dit que vous l'aviez peut-être oublié entre-temps, donc il a fait mettre son portrait au plafond. Parce que dès qu'une personne regarde en l'air, tout le monde se met à regarder en l'air. Et donc à l'entracte, tout le monde reconnaissait ce visage qu'ils avaient vu dans la presse depuis 14 ans, depuis le début du chantier. Et tout le monde parlait encore de Charles Garnier. Donc ici, juste un lieu de promenade, on pourrait imaginer de grands banquets organisés ici, ça n'a jamais existé? Il y a périodiquement ici des dîners de gala organisés ici, des bals. Autrefois, la haute société parisienne faisait des bals à la saison du carnaval. Il y a de temps en temps le bal de l'école polytechnique qui se tient ici également. Et puis des tournages de films, des défilés de mode également dans cette galerie du grand foyer. Oui, beaucoup de films, notamment le film sur les Schtroumpfs, a été tourné ici, en partie en tout cas inspiré par les lieux. Vous connaissez vos classiques. Oui, les Schtroumpfs 2 ont été tournés ici. Marie-Antoinette de Sofia Coppola également. Et puis, grand classique que les visiteurs français évoquent souvent, La Grande Vadrouille avec De Funès et Bourvil. C'est vrai qu'on reconnaît bien les lieux. C'est pour ça qu'on en a envie de venir visiter. Voilà, les motivations des visiteurs sont très variées. Les enfants viennent en ce moment parce que les petites filles ont vu Ballerina. D'autres viennent parce qu'ils ont vu La Grande Vadrouille ou telle série télé ou qu'ils ont lu le fameux roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra. Donc l'escalier de Ballerina serait l'escalier du Palais Garnier. N'employez pas le conditionnel, c'est tout à fait l'escalier du Palais Garnier qui est dans Ballerina. Ah, ça vaut le coup de venir le marcher et sur les traces du personnage, tout à fait. Nous poursuivons avec... On est à l'opéra, on voulait voir des costumes et il y en a proposé aussi ici. C'est vrai que visiter les ateliers couture, c'est très compliqué, ça dérange les couturiers et couturières. Donc pour satisfaire quand même l'appétit des visiteurs, eh bien l'opéra présente quelques costumes tout au long de l'année. Alors la présentation change, mais tout au long de l'année, il y a toujours une quinzaine de costumes exposés dans les couloirs. Alors celui-ci par exemple, en blanc, c'est un tutu? C'est un tutu, oui, c'est un tutu pour les variations Goldberg, bravo. Donc d'apparence assez classique, les tutus blancs longs comme cela, on les appelle généralement des tutus classiques, c'est-à-dire qu'ils ressemblent aux tutus des années 1830-1840. Donc celui-ci, on a pu le découvrir sur scène à un moment. Il était en effet sur scène l'année dernière pour les variations Goldberg. Il y en a d'autres, bien sûr, un petit peu plus loin là-bas, la Croix, je crois. Alors, il y a effectivement un très beau costume en ce moment, un très beau juste-au-corps dessiné par Christian Lacroix, puisque l'opéra fait appel pour concevoir les costumes, soit à des costumiers de théâtre professionnels, soit à des créateurs de mode, comme Monsieur Lacroix, Monsieur Lagerfeld ou
il y a longtemps, Monsieur Saint-Laurent. Évidemment. Alors, la visite se passe toujours avec un guide chez Cultival. On réserve sur Internet ou on peut venir aussi comme ça au dernier moment sur place? La réservation peut se faire sur le site web de Cultival. Il y a également un renvoi à partir du site web de l'Opéra de Paris. Certains peuvent se présenter le jour même, tout simplement, au guichet, à l'entrée des visiteurs de l'Opéra Garnier. Nous, on est en train de mettre 2 jours pour faire cette visite, mais ça dure pas si longtemps. Non, en effet. En temps normal, la visite dure environ 1h30. Avec encore des mystères à découvrir. Avec encore des On n'a pas mystères. tout vu, nous. Ah non, nous n'avons pas tout vu, des mystères. On pourrait rester là encore un 3e jour, vous et moi, tellement il y a de mystères dans cette maison. Mais voilà, on essaye de présenter en tout cas les lieux principaux, les mystères principaux à nos visiteurs. On continue ensemble la visite? On continue. Le Palais Garnier, il n'y aura plus aucun mystère pour vous si vous faites cette visite. Merci infiniment, Gwenaëlle. Je vous en prie. Là, on a pris l'air, on est à l'extérieur sur un balcon. Pourquoi et comment est-ce qu'on se retrouve ici? Alors nous sommes sur la loggia, le balcon ouvert de la façade de l'opéra qui donne sur la place de l'opéra. C'était une tradition dans les théâtres d'avoir ce balcon ouvert. Les spectateurs aimaient bien se montrer un peu à la foule des Parisiens qui passaient en bas. Ça se passait avant ou après le spectacle? Avant, pendant, après, certains abonnés venant à l'opéra, beaucoup plus pour être vus que pour écouter la musique au 19e siècle. Donc ils sortaient. Oui, certains n'hésitaient pas à sortir, faisaient l'acte 1 ici, l'acte 2 à la Comédie Française, pour être vus au maximum. Alors Cultival propose cette visite, ces mystères, mais pas que, il y a différentes visites qui sont proposées. Ça se passe comment? Il faut s'inscrire, on vient, on appelle, on fait quoi? Il y a des visites en journée, des visites en soirée, donc sur le thème des mystères de l'opéra. Il est possible de s'inscrire à l'avance sur le site web de Cultival ou via celui de l'Opéra de Paris. Il est possible de venir aussi à la dernière minute, puisqu'il y a des visites à peu près tous les jours. Ça se passe sur le côté, rue de Scribe. L'entrée se fait par la rue Scribe, du même côté que l'entrée de l'Empereur autrefois. C'est très très classe ça. Tant qu'à faire, on soigne nos visiteurs. C'est toujours vous le guide? Alors non, ce n'est pas toujours moi puisque j'interviens sur d'autres sites de l'agence Cultival. Mais voilà, toute l'équipe est là pour faire découvrir l'opéra en français ou dans d'autres langues étrangères. Vous faites quel site encore? Je travaille également à la Manufacture des Gobelins, un site méconnu et passionnant de Paris, à la Philharmonie également. Et la liste serait bien longue. Très bien longue. Et on termine donc cette émission avec cette place de l'opéra magique avec de la musique. Il y a souvent de la musique en bas en plus qu'à l'intérieur. Merci Gwenaëlle. Je vous en prie, au revoir. Merci à vous. À bientôt. À bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour découvrir d'autres lieux emblématiques d'Île-de-France. À bientôt. IDFA chez vous.